un aussi bon repas, je vous assure que vous avez tort de ne pas rester couché ici. Croyez? Mais rien de plus mauvais que de voyager sur la digestion. Mais vous n'arriverez pas avant la nuit. Eh, regardez le ciel, vous allez être surpris par l'orage. Eh, c'est que leur femme nous Il y a attend. raison de plus pour pas vous presser. Ah, eh. alors, ça va, messieurs? Et puis, vous savez, c'est pas prudent de voyager à la tombée du jour. Les routes ne sont pas sûres, hein. Et les auberges non plus ne sont pas sûres. Oui. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bon voyage, hein. Merci. À l'année prochaine. Oui, c'est ça, c'est vrai. Être obligé de se laisser traiter de la sorte. Et avec le sourire. Quel métier. Ah, il faut bien dire que depuis quelque temps, certains aubergistes exagèrent. 4 disparitions, même moi. C'est pas raisonnable. Ma parole, mes vieilles ici. C'est sûrement un étranger. Tu as vu ce cheval? Ouais, ça, c'est sûrement un bon client. Et celui-là, si je le laisse repartir, je me engage de la marine. Allez, vite, dépêche-toi, débarrasse la table. Ah, monsieur le voyageur, soyez le bienvenu, hein. C'est sûrement le bon vin qui vous amène parce que je crois que l'orage va pas tarder à éclater. Vous êtes ici chez vous. Et de vous rester couché, hein. Oui, bien sûr. Alors, rentrez, je m'occupe du cheval. Allez, viens, viens. Ah, vous allez voir la patronne. C'est le sourire de cette maison. Et aussi bonne cuisinière que jolie, hein. C'est le régal des yeux et la volupté de l'estomac. Mais où est Léone? Hé, oh Léone! Je viens. Eh bien, asseyez-vous. Vous êtes tout pâle. Allez, là, pour vous remonter, je vous propose un petit vin du pays. Eh, il se laisse boire comme de l'eau. Avec la différence qui fait pas mal au ventre. Allez, Léone, vite. Un pichet pour commencer, hein. Ah, tu apporteras aussi la lumière. Non, inutile. J'ai les yeux un peu fatigués par le soleil et la poussière de la route. Ah, vous venez de loin? De Marseille. Ah, Marseille, voilà. Ouais, j'en ai la nostalgie et forcément, j'y ai laissé tous mes amis. Oui, je sais. Hein? Ah, vous savez? On m'a souvent parlé de vous là-bas. À Marseille? Oui. Enfin, au château d'If. Au château d'If. Monsieur Cadrousse, ce n'est pas par hasard que je me suis arrêté dans votre auberge. Je suis venu vous trouver de la part de celui qui fut votre grand ami, votre fidèle ami, Edmond Dantès. Edmond Dantès? Mais on m'avait dit qu'il était mort, le pauvre. C'est hélas vrai, mais je l'ai bien connu. Eh, voyez, comme c'est drôle, hein? Pas plus tard qu'hier, je parlais de lui avec ma femme. Tu entendais, le monsieur, là, l'a bien connu. Le prisonnier du château d'If? Oui, le prisonnier. Ah, ça par exemple, comme le monde est petit. Et alors, hein? dites, mais vous, comment vous l'avez connu? J'ai été longtemps le médecin du château d'If. Et je m'y suis lié d'une grande amitié avec cet homme, que j'estimais beaucoup. Et qui fut, j'en suis convaincu, injustement emprisonné. J'ai toujours dit, moi, qu'il était innocent, mais on pouvait le demander à ma femme. Et le jour qu'on l'a arrêté, il a fallu que je me couche. Et quand j'ai appris qu'il avait été tué au cours d'une tentative d'évasion, j'ai pleuré comme un enfant, comme si on m'avait tué mon frère. Et alors dites, comme ça, il ne m'avait pas oublié. Un homme en prison n'oublie jamais personne. Sa seule raison de vivre est de se souvenir. Aussi, notre malheureux ami m'avait-il chargé d'une mission. D'une mission? Dantès eut comme compagnon de cellule un homme qui fut très riche. Il avait été emprisonné comme conspirateur royaliste pendant les 100 jours. Lors de son incarcération, le prisonnier était parvenu à soustraire aux fouilles 3 diamants.
représentant une fortune qui lui aurait permis de refaire sa vie s'il avait été libéré. Hélas, le prisonnier tomba malade, mais Dantès lui prodigua ses soins avec un tel dévouement que son ami lui légua les 3 pierres précieuses avant de mourir. Dantès avait une confiance totale en moi. Avant sa tentative d'évasion, il me confia les 3 diamants. J'avais la mission, si j'apprenais sa mort, de récompenser, grâce à cette fortune, les amis qui lui seraient restés fidèles et qui auraient aidé son père pendant son emprisonnement. Je suis donc à la recherche des amis d'Edmond Dantès. Ses amis? Oh, alors là, vous fatiguez pas trop à mettre ce mot-là au pluriel. Hein. Alors, hein, vous êtes venu frapper à la bonne porte. Et du premier coup, c'est ce pauvre Dantès d'où il se trouve qui vous a montré le chemin. Si vous saviez comme je me suis remué pour le faire libérer, ce pauvre Edmond. Je suis même allé voir le procureur, monsieur de Villefort. Alors, c'est pas difficile. Je me suis tellement remué que je suis devenu suspect et j'ai dû quitter Marseille. Ça a été dur, et forcément, notre café. Oui, c'était tout que nous abandonnions. Pour le pauvre père Dantès, un brave homme, hein. Mais d'ici régulièrement, je lui ai envoyé de quoi vivre. Et malgré que je sois parti, il a jamais manqué de rien. Si ce n'est de ma présence affectueuse. Votre dévouement et votre fidélité m'émeuvent profondément. Vous me paraissez tellement sincère. Ah, mais je ne fais que dire la vérité, ouais. Je le jure sur la tête de ma femme, qu'elle meurt sur place si je mentis. Vous avez peur de l'orage? Bah non, mais vous savez ce que c'est, toutes ces émotions, hein. Ça nous a rendu un peu nerveux, hein. Ah, quelle merveille. Ah, pauvre Dantès, j'en ai envie de pleurer. Ne vous retenez pas. Les larmes sincères ne sont jamais ridicules. La honte d'un homme n'est pas de pleurer, mais de faire pleurer. Alors dites, moi je peux lever la tête, hein. Voici donc un diamant, monsieur Caderousse. Et dites, et les autres? Edmond m'avait souvent parlé de sa fiancée, Mercédès, et d'un certain Fernand. Qui? Fernand de Morcerf? Fernand de Morcerf. Je les recherche. Ah, bah dites alors de cela, on peut en parler, hein. Des diamants à des gens pareils. Ah oui? Que voulez-vous dire? Mais je veux dire que c'est une honte, une indignité, la façon dont ils se sont comportés. Mais la Mercedes, c'était une belle drôlesse. Je vous en prie. Mon ami me parlait d'elle avec tant d'émotion et d'amour. De pareils propos sont comme une offense à la mémoire de Dantès lui-même. Eh, bien sûr, je vous comprends. Car vous ne savez pas. Mais la vérité, elle, on ne peut pas la changer. Et pour mademoiselle Mercédès, le suaire d'un fantôme n'avait pas le prestige de l'uniforme. Remarquez, Fernand de Morcerf, c'était un bel homme. Ah, inutile de vous dire que nous, on ne nous a pas invités à la noce. D'ailleurs, nous n'y serions pas allés. Question de dignité. La mémoire d'Edmond nous le défendait. Ce n'est pas possible. Cette jeune fille dont il me parlait si souvent, qu'il aimait tant. Elle est devenue Madame la Générale, s'il vous plaît. Une des plus grosses fortunes de Paris, à ce qu'on dit. Oui, mais pas clair, cette fortune. Non, pas clair, croyez-moi. Le Fernand, on ne sait pas trop ce qu'il a été trafiqué là-bas, en Orient, avec les Grecs et les Turcs. Il est revenu riche comme un nabab. Et depuis, le fringant officier, il a été consacré pair de France. Il est mûr pour le Panthéon. Voilà la moralité d'aujourd'hui, monsieur. Mais vous vous sentez mal? Vous devez avoir faim, peut-être. Non. Non, vraiment pas. J'ai besoin d'un peu de repos. Simplement. Ce n'est rien. Nous reparlerons de tout cela demain matin. Mais oui, c'est ça. La nuit porte conseil. Je vous montrerai tout à l'heure une petite tisane. Vous dormirez mieux. Non. Merci. Ah, mais laisse donc, monsieur, tranquille, quoi. Ah, par ici. Ah, c'est toujours la même chose, qu'est-ce que vous voulez? Quand on parle des amis disparus, je suis sûr que ce cher Dantès, d'où il nous regarde, il doit être bien heureux de nous voir réunis tous les 3 ce soir. Heureux. Vous croyez? Oui. Ne pensez-vous pas que l'oubli soit le seul remède possible à tant de laideur? Non, vous avez tort. Bien sûr, il s'est passé des choses pas bien jolies. Mais ce qui doit vous consoler un peu, c'est de vous dire que sur cette terre, on peut encore trouver des braves gens, non? Allez, venez. Tenez, voilà notre meilleure chambre.
C'est celle que nous réservons aux amis. Mais tenez, donnez-moi vos affaires. Là, voilà. Alors, vous n'avez plus besoin de rien? Si. J'ai besoin d'être seul. Peut-on imaginer quelque chose de plus beau que ce diamant? Oui. Les trois. Tu en veux trop. Et alors, c'est une bonne action. Puisqu'il est dégoûté de la vie, autant lui rendre un service. Après, on se retire. Et on vit bien honnêtement. Assassin! Monstre! Ne bougez pas ou je vous abats comme des chiens. Tu es tombé dans mon piège, Cadros. Je voulais savoir de quoi tu étais vraiment capable. Je vous en supplie, non. Ne tirez pas. Oh, pitié. C'est elle. C'est elle qui m'a poussé. Lâche, que tu me dégoûtes. C'est une sorcière. Oui, elle m'a envoûté. J'essaie de me défendre, mais je finis toujours par obéir. Ordure! C'est lui qui m'oblige, Non. qui me menace, qui me frappe. Non. Moi, je ne voulais pas. Oh, c'est un démon. Vous vous expliquerez devant le bourreau. Oh, là, vous n'allez pas me livrer. Laissez-moi une chance. Pitié. Tu en as eu, toi, de la pitié pour tous ceux que tu as assassinés. Mais vous êtes le premier, hein. Je vous jure. Le premier, parole. Et qu'est-ce qui m'a valu ce privilège? Mais ce sont les diamants qui l'ont rendu folle. Et puis alors, elle m'a fait boire sa tisane. Ma tisane, sale indicateur. Toi. Mais non, vous n'allez pas la croire, hein. Ah non, j'ai voulu vous tuer, d'accord, mais de là à être dans la police. Parfaitement, mais cette fois tu es perdu. Même Monsieur de Villefort ne pourra pas te sauver. Monsieur de Villefort, Si je vous dis tout, vous me laisserez. je vous le promets. C'est hyper, tais-toi. Parlez. J'ai confiance. Vous qui êtes resté fidèle au serment fait à un mort et qui pouviez partir avec ces diamants. Ah, si tu parles, je te... Je vous écoute. C'est lui qui a fait emprisonner Dantès au château d'If. Non, non, vous voyez bien qu'elle invente n'importe quoi. Pour sauver sa peau, pourriture. Laisse-la parler ou je t'abats sur place. Il a tout manigancé avec Fernand de Morcerf. Une lettre dans la poche de Dantès. Une dénonciation à Monsieur de Villefort, il n'en fallait pas plus. Mais non, mais ça tient pas debout, cette histoire, voyons. Mais si, tout est clair. Tout est bien clair maintenant. Pour de l'argent, il ferait n'importe quoi. Tu vas payer, Cadros. Tu vas payer le premier assassin. Tu vas payer. Si tu avances d'un pas, je l'égorge. Ne tirez pas, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne tirez pas. Non. Non, non, ne tirez pas. Non, non.
Cadros! Je te retrouverai un jour, Cadros! Morcerf, Villefort, je vous retrouverai tous. Quel étrange pouvoir est le vôtre, mon cher Monte Cristo. Votre monde est le plus impénétrable des mondes et nous voilà tous réunis chez vous. Je sais que je vous dois cet honneur. Je vous en prie, nous seuls pouvons manifester quelque reconnaissance. Au moins chez vous, nous nous amusons. Vous êtes un magicien. Je reviens d'un long voyage en Orient, madame. Peut-être suis-je imprégné des contes des 1001 nuits. Et de leurs mystères. Je pense, mon cher Albert, que vous ne regrettez pas de nous avoir suivis. Ce comte de Monte Cristo sait recevoir, on ne peut le nier. Disons qu'il voit grand. Un peu trop, même, à mon goût. Je gage que ses ancêtres n'ont pas dû rencontrer souvent les miens. Ne nous étonnons pas qu'un roturier soit comte à une époque où l'argent est roi. Ce cheval est beaucoup trop nerveux et tu l'as confié à un gamin. Puisque le vicomte Albert de Morcerf prétend aimer les bêtes fougueuses, il va pouvoir nous faire une démonstration de son talent. Benedictionem tuam Domine et animalia occipiam, qua corpore salventure labomni malo per intercessionem beatium serentum, per Domine nostrum. Amen.
Voyez-vous, je pense de plus en plus qu'il ne faut jamais rien regretter. Cet accident m'aura été doublement profitable. Grâce à l'homme qui m'a sauvé la vie, j'ai enfin découvert la véritable amitié. Et grâce à mon immobilité forcée, j'apprécie la liberté à sa juste valeur. Ah, vous n'imaginez pas à quel point j'étouffe dans cette prison. Pauvre prisonnier. Mettez-vous à ma place. 1 mois sans sortir, c'est à devenir fou. Je n'ai même plus le courage de prendre mes pinceaux. Ne regrettez rien. Une œuvre ne peut naître du désœuvrement. Il ne s'agit pas de peindre quand on n'a rien de mieux à faire, mais d'éprouver. Ah, je suis trop heureux. C'est affreux, j'ai tout. Mes parents me comblent d'attention. J'ai l'argent, l'amour. Non, pas l'amour. Les femmes. Ne confondez pas. Ah, il faudrait que je souffre pour avoir du talent. Que faire? Attendre. L'occasion se présentera. Faites confiance à la vie. C'est hideux, n'est-ce pas? Non, mais vous copiez trop la réalité. Copier la nature, c'est la trahir. Le gris de ce mur est d'une gaieté attristante. Vous parliez de prison. Imaginez la muraille d'un cachot. Vous trouverez votre gris. Vous comprendrez le bleu. Vous croyez? C'est à vous de croire. Le peintre, c'est vous. Oh, j'abandonne. J'ai trop de progrès à faire. Ah, non. Des progrès, non. Des découvertes. Rien de pire que les progrès dans l'erreur. Cherchez votre vérité. Soyez sincère. Découvrez la vie intérieure d'un être. Pour exprimer l'intensité d'un regard, il ne suffit pas de peindre des yeux. Je vous préviens, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas concevable. Vous admirez ce portrait? Plus que vous ne le pensez. Décidément, je ne comprends plus. Une œuvre n'est destinée qu'à ceux qui peuvent l'aimer. À une certaine perfection qui n'exprime rien. Laissez-moi préférer les défauts qui nous parlent. L'amour lui-même ne peut être parfait. Et pourtant, nous ne vivons que par lui. Par l'espoir qu'il nous donne. Et par les souvenirs qu'il nous laisse. Ce portrait, pour moi, c'est un regard. Un regard qui ne pourrait être celui d'aucune autre femme. Quelle étrange douceur. Toute une vie est exprimée avec son mystère, son secret. Nous allons pouvoir demander au modèle si votre portrait lui paraît fidèle. Ma mère, permettez-moi de vous présenter mon ami le comte de Monte Cristo. Lui, grâce à ce tableau, vous connaît déjà fort bien, car il vient de me parler de vous avec un lyrisme émouvant. Madame, excusez-moi d'avoir pris cette liberté, mais pouvais-je imaginer que... Je vous en prie, monsieur. Vous n'avez pas à vous excuser. Je vous suis au contraire profondément reconnaissant. Grâce à vous, je viens de découvrir ma mère. Pour la première fois de ma vie, je comprends qu'une certaine tristesse émane de vous. Quelle en est la cause? Vos imprudences et votre manque de sérieux. Vous allez être à l'origine d'un drame de famille. Et votre mystère, votre secret. Je ne pensais pas, ma mère, que vous aviez des secrets pour moi. Pour vous, mon fils, je n'en ai pas. Mais peut-être en ai-je pour les autres, pour ceux qui me connaissent moins bien que vous. Ne m'en veuillez pas de vous abandonner à votre lit de douleur, mon cher ami. Oh non, je comptais justement commencer votre portrait. Je suis sur le point de découvrir votre mystère, votre secret. Je le sens. Exprimez-les de mémoire. Je vous dirai demain si vous avez trouvé. Mais aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Encore quelques conquêtes. Profitez-en, car votre rival sera bientôt sur pied.
J'ai dû vous paraître bien étrange, madame. Mais je n'ai pu dominer mon émotion. Il y a près de 20 ans, j'ai été séparé peut-être à jamais d'une jeune fille qui vous ressemblait. Elle était toute ma vie. J'avais presque oublié ce que peut être la pureté d'un regard. Il y a un instant, je ne pensais plus qu'à elle. Ne m'en veuillez pas. Je n'en veux qu'à moi-même. Oui. Je m'en veux de ressembler à votre bonheur perdu. Merci, madame. Merci de m'avoir compris. Si vous la retrouvez un jour, essayez de la comprendre aussi. Pardonnez-lui. Elle ne vous a sûrement pas oublié. Peut-être vous aime-t-elle toujours. Mais la solitude, les mensonges et le temps sont d'impitoyables ennemis. Oui, le temps nous emporte. Hélas, jamais ensemble. Le temps emporte tout. Et ceux qui s'aiment n'y pensent jamais. Étourdis et aveuglés par leurs serments. J'entends encore sa voix passionnée, dominant le bruit lointain de la mer. Rien ne pourra jamais plus nous séparer. Pensez-vous que je sois fou d'espérer, de croire encore? Pourriez-vous ne plus espérer? Non. Alors, à quoi bon vous répondre? C'est la vie qui vous répondra, puisque c'est la vie qui vous a trahi. Sûr, maman, j'ai peur que ce rêve ne se termine mal. Si encore tu m'expliquais les choses. Il m'arrive parfois de regretter mon bateau de pêcheur, le bruit de la mer et le cri des mouettes. Moi, je n'ai plus rien à regretter. Je viens prendre des nouvelles de ma prisonnière. Je souffre de vous savoir ainsi enfermé loin du monde. Haïdé, cette réclusion ne vous est-elle pas trop pénible? Je ne veux plus vivre que dans le silence et la solitude, pour mieux me souvenir du mal que l'on m'a fait. Je ne sortirai d'ici qu'à l'heure de ma vengeance. Elle sera la mienne, vous le savez. Mais le criminel qui a fait votre malheur est un homme puissant et honoré. Il vous faudra peut-être encore beaucoup de patience. Le temps n'est qu'une apparence. Seul comptent les sentiments qui nous animent. Et la haine sait attendre.
Hier, je n'étais qu'une esclave. Aujourd'hui, grâce à vous, je suis libre. Et pour la première fois depuis la mort des miens, j'ai retrouvé un peu d'espoir. Le châtiment du coupable est ma seule raison de vivre. Je vous dois tout. Je vous obéirai. Le jour où je devrai frapper, vous n'aurez qu'à parler. Ce jour approche, Haïdé. Mais nous devons être patients et secrets. Comme l'absolu, la vérité a besoin de mystère pour se protéger des hommes. Encore une invitation. Chez les Morcerf, bien sûr. Ces Mathieu ne risque pas de nous oublier. Décidément, nous ne pourrons jamais passer une soirée tranquillement chez nous. Ah, voilà peut-être un des rares avantages de mon état. Peut-être ferons-nous enfin la connaissance de ce comte de Monte Cristo dont on parle tant. Vous savez, ma chère, personnellement, je ne suis pas impatient de rencontrer cet aventurier. Château aux environs de Paris, hôtel particulier, équipage somptueux. Et qui est-il? D'où vient-il? Personne n'en sait trop rien. J'ai l'impression que nous ne tarderons pas à entendre parler de lui dans la rubrique des scandales. Vous êtes tout simplement jaloux de sa séduction. Vous n'ignorez pas que toutes les femmes en sont folles. Seuls les aigrefins savent attirer le sexe faible. N'oubliez pas que vous m'avez séduite lors de notre première rencontre et que toutes mes amies ne rêvaient que de vous. Je vous remercie. Voilà une plaisanterie d'un goût plus que douteux. Surtout devant mon père. Oh, merci de me donner au moins l'illusion que j'existe. Qu'est-ce que c'est? Veuillez m'excuser, monsieur de Villefort, mais monsieur Vidocq demande s'il peut avoir un entretien avec vous. Vidocq? Chez moi? À cette heure-ci? Bon, c'est bon, j'y vais. Excusez-moi. Un ancien bagnard, chef de la police. Oh, oh. Ah, la vie, quel spectacle. J'ai quelquefois l'impression d'être au théâtre. Dommage que ce soit dans une chaise d'infirme, mais pour le dernier acte. Je suis confus que ma visite inopinée vous dérange, monsieur le procureur. Non, aucunement, aucunement. Mais je crois me rappeler que nous devions nous voir cet après-midi au palais. J'ai préféré vous parler d'abord, à l'abri des va-et-vient, loin des regards curieux et des oreilles indiscrètes. Est-ce grave? Ça pourrait l'être. De quoi s'agit-il? D'une affaire qui doit passer prochainement aux assises. De Bouchard. Du père Bouchard. Bouchard! Cet ignoble assassin! Vous n'allez pas encore me demander de modérer mon réquisitoire au bénéfice d'un pareil individu. Pourtant... Non! Non! Cette fois-ci, vous exagérez. Si cet homme s'en tire avec la tête sur les épaules, de quoi vais-je avoir l'air? Ma carrière est en jeu. Cet homme a rendu de grands services à la police. Son cas est indéfendable. Je connais le dossier, tout de même. Moi, je connais l'homme. C'est un assassin. Un assassin, peut-être. Un ami, sûrement. C'est mon meilleur indicateur. Il ne faut pas décourager les crapules. Mon devoir est d'accuser. Le mien est de vous calmer. Vous êtes trop sévère depuis quelque temps. Brillant, certes, mais trop dur. Votre carrière ne doit pas passer avant les intérêts de la police. Ni avant les vôtres, je suppose. Décidément, vous ne savez pas modérer vos propos. Vidocq, c'en est trop. Ce n'est pas à la police qu'il appartient de faire la loi. Elle doit se contenter de veiller au respect de son exécution. Dois-je comprendre que vous me remettez à ma place? Je vous demande simplement de ne pas vous mettre à la mienne. Vous oubliez, monsieur le procureur, que c'est monsieur Fouché, mon illustre prédécesseur, qui vous a placé où vous êtes. Monsieur Fouché ne m'a jamais demandé de faire acquitter un assassin. Vous a-t-il toujours empêché de faire condamner un innocent? Que voulez-vous dire? Que si monsieur Fouché, lui, n'est jamais allé au bagne, il s'est contenté bien souvent d'y laisser partir ses amis. Méfiez-vous. Je suis plus fort que vous ne le pensez. Aujourd'hui, comme hier. On n'est jamais plus fort qu'une fiche de police. Monsieur Fouché, d'un naturel prudent, a toujours eu la bonne habitude de dresser la fiche de ses meilleures relations. Pour les protéger, bien sûr. Or, vous le savez, une fiche de police peut s'égarer. Elle ne se perd jamais. Des menaces?
un conseil. Voyons, en bon mouvement. Ne me refusez pas un petit service. Un petit service? La tête d'un assassin? Allons, ça ne pèse pas bien lourd dans la balance. Inutile d'insister. C'est bon. La démarche que je viens de faire vous aura au moins fait comprendre que je n'oublie jamais les services qu'on me rend. Ni ceux qu'on me refuse. À bientôt, monsieur le procureur. Puisque monsieur de Villefort est une de tes vieilles relations, je vais lui rafraîchir la mémoire en te rappelant à son bon souvenir. Vous pouvez me faire confiance, monsieur Vidocq. Tu lui diras que certains bruits commencent à circuler à son sujet, colportés par cette ordure de Vidocq. Comment, si je... Je tiens à ce que tu emploies ce mot-là. Ça lui inspirera confiance. Villefort sera ce soir l'invité du comte de Morcerf. Tu le guetteras dehors. Il t'écoutera si tu insistes, car il redoute le scandale par-dessus tout. Alors tu lui parleras d'une certaine fiche de police établie par notre regretté Fouché, dont je vais te donner le détail. De la réussite de ta mission dépend notre tranquillité. Si nous laissons les juges faire leur métier, nous serons bientôt tous en prison. Je vous préviens, vous l'aurez voulu. Les amis de mes parents sont moins distrayants que les miens. Il est toujours intéressant de s'instruire. J'ai trop voyagé. Je connais mal le monde. Ah, mon père? Oui? J'ai enfin la joie de pouvoir vous présenter mon ami le comte de Monte Cristo. Cet homme courageux auquel je dois la vie. Soyez le bienvenu parmi nous, monsieur. Vous avez conservé à notre maison son unique héritier. Je sais que ma femme a déjà eu l'occasion de vous exprimer sa reconnaissance. L'amicale exaltation de votre fils a certainement dépassé l'ampleur de mon héroïsme. Non. Mon exaltation naturelle ne peut résister à l'appel d'un sourire. J'ai tout de même l'intention de me distraire un peu ce soir. Je vous abandonne à l'épreuve des présentations. Votre fils est vraiment un garçon exceptionnel. Il n'a pourtant pas le sens des usages. Mais il a celui de l'amitié. Et les vrais amis sont si rares. Je l'estime profondément. Et il vous le rend bien. Sans m'en plaindre, je dois avouer que je n'entends plus parler que de vous. C'est sans doute pour cette raison qu'il me semble vous connaître déjà un peu. Votre regard ne m'est pas tout à fait inconnu. Le vôtre non plus. Vous venez d'Orient, je crois. C'est exact. Peut-être nous sommes-nous croisés sur quelques bateaux ou dans quelques villes lointaines. Peut-être, oui. À l'époque où je n'étais que militaire. Douce époque où j'avais encore des illusions. Au point d'aller risquer ma vie pour des gens que je ne connaissais pas. Je me suis laissé dire en effet qu'en Grèce, nombreux furent les témoins de votre héroïsme. Je n'ai fait que mon devoir. Mais quand on a gagné ses épaulettes sur les champs de bataille, le véritable héroïsme, c'est d'oser manœuvrer sur le terrain mouvant des salons. Les engagements y sont souvent plus meurtriers. Eh oui. J'ai eu tous les courages, au point d'avoir abandonné l'épée pour la politique, les affaires et la vie mondaine. Je ne connais plus mes ennemis, je n'ai plus que des adversaires. À quelques exceptions près, pourtant. Comme ce fidèle ami, auquel je suis heureux de vous présenter. Mon cher Villefort? Oui? Voici l'homme que vous désiriez tant connaître, monsieur le comte de Monte Cristo. Ah, enchanté. Monsieur le procureur Henri de Villefort. Le plus charmant des amis et le plus redoutable des hommes. Redoutable, mais juste. Vous n'avez rien à craindre de moi si vous avez la conscience tranquille. Votre conscience ne peut être plus tranquille que la mienne, monsieur le procureur. Alors, nous sommes donc faits pour nous entendre.
Si vous saviez ce dont les hommes sont capables, vous changeriez d'avis, monsieur le comte de Monte Cristo. La peine de mort fait tout de même réfléchir, croyez-moi. Elle ne fait réfléchir que les honnêtes gens. Car l'expérience nous prouve que la vraie canaille persévère. L'indulgence est une trahison. La société réclame sa vengeance. La peine de mort n'est pas une vraie vengeance. Que nous proposez-vous alors? Ah, mettez-vous à ma place. Voyons. Le criminel se dresse devant vous. Allez-vous philosopher? J'aimerais simplement pouvoir dire à cet homme, puisqu'aujourd'hui ton crime vient d'être prouvé aux yeux du monde, puisque te voilà démasqué. Non, je ne réclame pas la mort contre toi. Je te condamne à vivre. Je te condamne à supporter la honte, ta déchéance. Rien ne pourra te sauver du pire des châtiments. Le mépris de toi-même devant la conscience de tous. Mais je n'ai aucun droit sur ta vie. Et toi seul es libre de préférer la mort, si tu espères y trouver l'oubli. Vous êtes un rêveur. Les rêves d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Idéaliste. Idéaliste, oui. Comme vous-même, monsieur le procureur. Car ne faut-il pas l'être pour croire en la justice des hommes au point d'en devenir le symbole? Il fallait que vous sachiez la vérité, Mercedes. Je ne pouvais vous épargner cette épreuve. Cet homme, que j'estimais malgré tout, n'était donc qu'un traître, qu'un assassin. Comment trouverais-je encore la force de vivre? Peut-être en vous souvenant que je vous aime. Nous pouvons partir, Mercedes. Tout reste encore possible. Non, je ne dois penser qu'à mon fils maintenant. Que le sacrifice de nos deux vies perdues protège au moins la sienne, son bonheur. Aucun vrai bonheur ne peut se construire sur le mensonge. Mon suprême espoir est qu'il n'apprenne jamais rien de toutes ces laideurs. Que deviendrait-il? Un homme, peut-être. Vous lui devez la vérité. Non. Non, ce n'est pas possible. Non, partez. Je vous en supplie, partez. Pour nous, tout est fini. Je vous obéis donc, Mercedes. Mais sachez que même si vous devez me haïr un jour, je ne pourrai jamais pardonner à ceux qui vous ont tant fait souffrir. Ma vengeance sera pour vous la dernière preuve de mon amour. Toi, Carlos, c'est toi. Je savais bien que je te retrouverais un jour. Je vous en supplie.
Moins fort. Taisez-vous. Tu guettais donc quelqu'un? Oh non. Une future victime? Non, je vous dirai tout. Tout, mais pas ici. Partons. Je vous suivrai où vous voudrez. Oui, oui, tu vas me suivre. Et cette fois, crois-moi, tu ne m'échapperas plus. J'ai encore quelques questions à te poser. Une vitre brisée, une fenêtre ouverte. Je surprends un voleur. Tu imagines la suite. Personne ne trouvera cela étrange dans la police. Ils te font travailler, ils savent de quoi tu es capable. Maintenant, il faut tout me dire, Cadros. Tout. Moi, je ne faisais qu'obéir. C'est Vidocq qui m'envoyait. Il détient une fiche de police concernant Villefort, et dressée par Fouché. Cet énergique magistrat a donc eu des faiblesses. Je t'écoute. Avant son mariage avec mademoiselle de Saint-Méran, monsieur de Villefort avait séduit une jeune fille qui eut un enfant de lui. Alors? Continue. Il l'obligea à abandonner le petit nouveau-né vers l'âge de 15 ans. Le gosse entra dans une bande de chenapans. Dans ta bouche, Cadros, ce mot prend une étrange résonance. À 20 ans, on l'arrêta. Et maintenant, Benedetto est en prison. Sous la formule née de père inconnu. Quelle était ta mission? Menacer Villefort. S'il ne cédait pas au chantage, Vidocq faisait relâcher le gosse et le compromettait dans une sale histoire. Et une certaine presse faisait le reste pour perdre le procureur par un scandale. Ainsi, la liberté d'un homme, une fois de plus, ne dépendait donc que de vos combinaisons abjectes. Tu diras à Vidocq que Villefort a refusé de se laisser impressionner. Vous pouvez compter sur moi. D'ailleurs, j'aime mieux ça. Villefort, vous savez, j'ai pas tellement envie de le revoir. Vidocq fera libérer ce garçon comme il l'a prévu. Et alors moi, je m'en occuperai. Souviens-toi que mon but est d'abattre Villefort. Et tu vas m'être utile pour l'atteindre. N'oublie pas que j'ai juré de venger un ami qui est mort à cause de vous deux. Tu devras m'aider jusqu'au bout, Cadros. C'est ta dernière chance. Ta dernière chance. Ce cher comte de Monte Cristo n'a pas fini de nous surprendre. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Et où est-ce que je suis? Chez moi. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais qui êtes-vous? Un ami. Allez, parlez franchement. Quand on sort de prison, on n'a pas les moyens d'être susceptible. Qu'est-ce que c'est comme coup? Et combien? Seulement moi, je vous préviens, hein. Je suis personne, il y a trop de risques. J'ai décidé de te venir en aide. Bah pourquoi? Ça vous amuse? Je vous ai rien demandé. C'est un pari? Une histoire que je viens d'apprendre. Celle d'une femme qui fut la confiance et l'amour même. Ta mère. Et qui mourut de désespoir parce qu'un homme l'abandonna. Un homme qui est aujourd'hui puissant et respecté. Et vous le connaissez? Ben vous avez des drôles de relations. Je veux que cet homme te donne la place et la fortune qu'il te doit. La fortune me suffira. Qui sait? Tu le sauras bientôt, je te le ferai connaître. Mais auparavant, il faut que tu t'élèves au niveau de son milieu. Et je vais t'y aider par tous les moyens. Pour que tu puisses lui parler un jour d'homme à homme et lui exprimer ce que toi seul, son fils, a le droit de lui dire. Faites-moi confiance, ça sera pas long.
Cette convocation n'était qu'une simple formalité, dont vous voudrez bien m'excuser. Mais l'intérêt que vous portez au jeune Benedetto a singulièrement intrigué mes collègues. Depuis un mois, il mène une vie princière. Vous êtes en train d'en faire un homme du monde. Quel but poursuivez-vous donc? Celui de prouver que l'on n'est jamais totalement victime de son passé et que sortant du bagne, on peut malgré tout devenir quelqu'un de très bien. Ah, c'est tout à fait mon opinion. Nous sommes faits pour nous comprendre. Et votre générosité à notre égard me prouve que vous êtes bien un honnête homme. Je suis prêt à vous renouveler la preuve de mon honnêteté quand il vous plaira. Je n'en doute pas. En remerciement, permettez-moi de vous donner un petit conseil, monsieur le comte. Méfiez-vous d'un certain Cadrousse. Son comportement nous intrigue de plus en plus. Il n'a pas perdu tout contact avec ce Benedetto qui ne vaut guère plus cher que lui. Je ne l'ignore pas, merci. Mais je suis toujours curieux de savoir jusqu'où les crapules peuvent aller. Quand elles règlent leurs affaires entre elles, il arrive que la vraie justice y trouve parfois son compte. C'est un ami que je suis venu te donner un conseil. Toi, je t'ai assez vu. Si tu étais raisonnable, tu ferais tes paquets. Et je t'aiderais. Hein? Réfléchis. Pense à tout ce qu'on peut ramasser ici. L'or, les diamants, rien n'est fermé à clé. C'est la provocation. Je vais te dire, c'est à vous décourager d'être honnête. Mais je n'ai pas besoin de larbin pour faire mes bagages. Méfie-toi. C'est moi qui t'ai amené là. Par à deux. Non. J'ai décidé de rester dans le monde. Je n'attaque plus les banques, mais les filles de banquiers. J'en ai une en vue. Je t'inviterai au mariage. Imbécile! Je crois que c'est dans les salons que tu vas faire fortune. Mais c'est pas ta place, mon pauvre Benedetto. Trop de gens savent d'où tu viens. Trop de gens peuvent le dire. Sors d'ici, et vite! Fumier! Très bien. Huissier, faites entrer le dernier témoin. Vos noms et qualités. Comte de Monte Cristo,
Navigateur. Dites la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, messieurs les jurés, je tiens à affirmer que l'accusé était en état de légitime défense. Nous ne mettons pas en doute la bonne foi de vos convictions personnelles, mais le rôle d'un témoin est de nous apporter des renseignements et de fournir les preuves de ces affirmations. Telle est bien mon intention. Mais je vais être obligé de vous parler un peu de la victime. Monsieur le procureur, rien ne s'y oppose. J'ai très bien connu Monsieur Cadrousse. Au cours d'un voyage, j'ai même passé une nuit dans l'auberge qu'il tenait en Provence. Et je ne suis pas prêt d'oublier l'accueil qu'il m'y réserva. Que voulez-vous dire, Monsieur Cadrousse avait une excellente réputation? Probablement parce que les morts sont muets. Avez-vous donc le pouvoir de les faire parler à votre avantage exclusif? Peut-être. Alors, vous évoquiez un voyage, vous vous égarez en chemin. Retournons à notre auberge, je vous prie. J'y reviens. Mais si j'en sortis à l'époque, ce fut bien, je vous l'affirme, contre le gré de son propriétaire. Cette nuit-là, Cadrousse tenta de m'égorger pour me dévaliser. Calomnie! Infâme calomnie! Quelle impudence! Osez outrager la mémoire de ce pauvre homme pour défendre un criminel. Certains témoignages pourraient... Nous ne faisons pas le procès de la victime. N'avons-nous pas le devoir de juger les victimes quand leur procès peut sauver la tête d'un accusé? Nous sommes seuls juges de notre devoir, monsieur. C'est intolérable. Silence! Continuez sur ce ton, monsieur. Je vous avertis que nous ne pourrons vous entendre plus longtemps. Mais je n'ai pas que du mal à dire de Monsieur Cadrousse. Avant de s'écarter du droit chemin, Cadrousse fut souvent un auxiliaire zélé de la police et de la justice. Et son dévouement contribua même, il y a bien longtemps, à l'arrestation, à l'incarcération et à la mort d'un redoutable conspirateur bonapartiste. Cadrousse, vous connaissez bien, monsieur le procureur. Rappelez-vous, cherchez dans votre mémoire. Grâce à lui, vous avez pu signer cet ordre d'emprisonnement, puis l'acte témoignant de la mort du traître. Souvenez-vous, monsieur le procureur. Souvenez-vous du château d'If. Souvenez-vous d'Edmond Dantès. Monsieur le Président, laisserons-nous un témoin orienter les débats vers des diversions politiques qui ne sont destinées qu'à créer la confusion dans les esprits? Allons-nous plus longtemps écouter cet homme dont les intentions sont évidentes? Je ne puis m'opposer à l'audition d'un témoin, monsieur le procureur. Poursuivez, mais sans vous écarter du sujet qui nous préoccupe. Et venons-en au fait. J'y viens, mais il me fallait tout de même situer d'abord la personnalité exceptionnelle de monsieur Cadrousse, qui m'a appris tant de choses récemment. Après votre aventure de l'auberge, vous l'aviez donc revu? Oui, monsieur le Président. Alors que vous saviez que cet homme avait voulu vous faire passer de vie à trépas, vous n'êtes pas rancunier. Si, justement. J'ai cette faiblesse. Et je m'étais juré de retrouver Cadrousse. On n'oublie pas ceux qui ont voulu votre mort, monsieur le procureur. À défaut de preuves, vous ne manquez pas d'imagination, ni d'aplomb. Peut-on appeler ça avoir réponse à tout, monsieur le Président? Vous disiez donc que vous aviez retrouvé monsieur Cadrousse. Il y a un mois. Et j'ai eu quelques précisions sur l'identité du jeune Benedetto. En voilà assez. Nous savons mieux que vous qui est ce Benedetto. Son passé l'accuse. Son passé n'accuse pas que lui-même. D'ailleurs, son passé, vous ne le connaissez pas vraiment, messieurs. Enfant abandonné, il connut la misère. Je m'y attendais. Je vous en prie, trouvez autre chose. La jeunesse malheureuse, l'incompréhension, la solitude morale, un être livré à lui-même. Eh bien, si tous les jeunes gens livrés à eux-mêmes s'emparaient d'un poignard pour se distraire, quelle hécatombe! Des exemples et un peu plus d'autorité rendraient service non seulement à ces désœuvrés, mais aussi à leurs éventuelles victimes. Il n'y a pas de délinquants juvéniles dans l'armée. Quant au couplet sur la misère, veuillez nous l'épargner. La misère, c'est très joli, mais la misère n'excuse pas tout. La misère n'excuse personne, mais surtout pas ceux qui la provoquent. Ah, soyez précis. De qui parlez-vous en l'occurrence? Du père de cet homme. Oui, le refrain n'est pas nouveau non plus. Un orphelin né de père inconnu. Les absents ont toujours tort. Ce père n'est pas inconnu, monsieur le procureur. Ni inconnu, ni absent. Sa présence parmi nous
et même imposante. Je demande au tribunal s'il va prendre encore longtemps en considération les divagations d'un aventurier. De qui se moque-t-on? De l'accusé. Ah, je vous en prie. J'ai toutes les preuves de l'identité du père. J'ai retrouvé ceux qui pourront confirmer mes dires. Le médecin qui accoucha la mère, la logeuse de la maison d'Auteuil où naquit l'enfant, dans la nuit du 14 au 15 décembre 1812, le chiffonnier qui le ramassa dans la neige, sa femme qui l'éleva, autant de témoins qui ne demandent qu'à être entendus. Nous attendons le nom de cet homme. J'aimerais mieux qu'il se nomme lui-même, qu'il ait au moins ce dernier courage. Je pense qu'il reconnaîtra cette bague que Benedetto porte au doigt. Elle fut un gage d'amour éternel pour une femme qui eut la faiblesse d'y croire. Assez! Faites taire cet homme. Je vais me taire, oui. Mais après vous avoir crié, ce père, le seul vrai coupable, c'est vous, monsieur le procureur. C'est vous, monsieur Henri de Villefort. Cet homme qui vous regarde est votre fils. Vous qui avez eu honte hier de lui avoir donné la vie, oserez-vous aujourd'hui requérir la mort contre lui? Scandale sans précédent aux assises. Le procureur Henri de Villefort frappé de folie. Le procès est reporté à une prochaine session. Révélation stupéfiante du comte de Monte Cristo. Pauvre Villefort. Tout est bien fini pour lui. Quelle déchéance. Pourquoi Monte Cristo s'est-il acharné à le perdre? Probablement pour faire parler de lui. Quel homme étrange. Comment a-t-il pu se procurer tous ces détails sur le passé de Villefort? C'est inexplicable. J'aimerais comprendre. C'est curieux, un article sur Janina. On nous écrit de Janina. Un fait jusqu'alors ignoré est parvenu à notre connaissance. Les châteaux qui défendaient la ville ont été livrés aux Turcs par un officier français en qui le vizir Ali Teplin avait mis toute sa confiance. Votre triomphe n'est pas modeste, monsieur le comte de Monte Cristo. Est-ce pour fêter votre victoire sur Villefort que vous avez organisé cette brillante soirée? Ce n'est qu'un jeu. Je m'amuse à compter ses amis. Sachez donc que je suis au nombre de ceux qui lui restent fidèles. Et si j'ai accepté votre invitation, à laquelle j'ai tenu à me rendre seul, c'est pour avoir une dernière entrevue avec un personnage un peu trop mystérieux, qui, par un goût immodéré de l'originalité, semble oublier les règles élémentaires de la prudence. Je ne redoute que le mensonge et l'injustice. Je m'attends donc à avoir beaucoup d'ennemis. Mais j'aime le risque. Le scandale est une arme dangereuse, monsieur le comte. Dangereuse pour tout le monde. Et vous commencez à donner le mauvais exemple. Figurez-vous qu'aujourd'hui, le moniteur s'en est pris à ma personne. J'ai lu cet article, en effet. Vous n'y êtes pas nommé? Non, mais c'est pire. Les gens cherchent et sont trop heureux d'avoir trouvé. Ils ne veulent plus douter. Où allons-nous si un journal de ce genre se met à publier n'importe quoi sur n'importe qui? Surtout quand il ne s'agit ni de n'importe qui, ni de n'importe quoi. Mais ne vous inquiétez pas outre mesure. Et souvenez-vous que le mépris au service de la vérité peut être quelquefois la plus noble des réponses.
C'est lui. C'est bien lui. Je suis sûre que je ne me trompe pas. Je l'ai reconnu. Le traître. L'assassin. L'heure est venue de la vengeance, Haïdé. Mais il va te falloir beaucoup de courage, car pour frapper cet homme, tu devras affronter ceux qui le protègent et qui feront tout pour te perdre. Messieurs les pairs, de graves rumeurs agitent actuellement l'opinion. L'honorabilité de l'un des nôtres, parmi les plus grands, et donc celle de toute la Chambre, est mise en cause d'une façon trop précise pour que nous puissions éviter d'ouvrir un débat. Débat qui, j'en suis convaincu, prouvera la bassesse de ces calomnies, indignes d'un journal jusqu'à ce jour estimé. Messieurs, je demande également qu'une enquête soit ouverte le plus tôt possible. Et je suis prêt à fournir à la Chambre toutes les preuves de ma loyauté. Preuves qui confondront la perfidie des ennemis inconnus qui mènent contre moi cette campagne abjecte, cherchant peut-être à atteindre le régime lui-même à travers ma personne. Je produirai des pièces qui prouveront que le vizir de Janina m'a, jusqu'à sa dernière heure, honoré de toute sa confiance. Je vous épargnerai l'énumération de mes sacrifices. Je vous rappellerai simplement qu'ils m'ont valu des décorations que mon pays n'a point coutume d'accorder aux lâches, aux traîtres et aux assassins. Que le sang que j'ai versé témoigne pour moi, puisque je n'ai pas eu la chance de mourir avec mes compagnons de combat, dont je ne peux invoquer ici que le souvenir. Croyez bien, monsieur le comte de Morcerf, que votre épreuve est aujourd'hui la nôtre. Mais nous devons faire face, jusqu'au bout et au grand jour, à toutes les attaques déloyales, dont le but évident est de déconsidérer notre Assemblée aux yeux de l'opinion. C'est pourquoi je me vois dans l'obligation d'accepter la déposition d'un témoin qui prétend pouvoir fournir des renseignements précieux sur la conduite de monsieur le lieutenant général comte de Morcerf lors des combats de Janina. Huissier, faites entrer le témoin. Madame, vous avez écrit à la commission pour lui donner des renseignements sur l'affaire de Janina. Vous avez donc été témoin de ce drame si pénible. Pas un détail n'a pu sortir de ma mémoire. Mais en ce qui vous concerne, quelle importance avaient donc ces événements? Il s'agissait de la vie et de la mort de mon père et de ma mère. Je m'appelle Haïdé, fille d'Alité Bélin, pacha de Janina. Voici l'acte de ma naissance, rédigé par mon père et signé par ses principaux officiers. Et voici l'acte de la vente qui fut fait de ma personne et de celle de ma mère au marchand El Coïr par l'officier français Fernand de Morcerf. Calomnie! Imposture! Je n'ai jamais vu cette femme. Supporterez-vous plus longtemps ce scandale? Je te retrouve enfin. Toi qui, après avoir trahi et assassiné mon père, nous a vendu, ma mère et moi, pour la somme de 1000 pièces d'or. Suffit-il d'accuser pour déshonorer un homme? Voici la preuve de ta félonie. Je suis victime d'une infâme machination. C'est un faux. Silence! Silence! Madame,
Le drame qui frappa votre malheureuse famille ne vous autorise pas à tenir de semblables propos. Vos accusations n'auront une valeur que si des experts établissent l'authenticité des actes que vous nous présentez. Me permettez-vous, monsieur, de m'adresser une dernière fois au comte Fernand de Morcerf pour lui rappeler un épisode de cette tragédie? Vous avez la parole. Lorsque mon père comprit que vous alliez l'assassiner, il se retourna contre vous. D'un coup de sabre, il vous blessa au bras droit. Le coup fut trop violent pour que vous n'en conserviez pas aujourd'hui la cicatrice. Vous affirmiez ne m'avoir jamais vu. Comment pourrais-je connaître ce détail? Il vous est facile de prouver que je mens. Il vous suffit de relever votre manche. Vous portez dans votre chair la marque de votre trahison. Monsieur le comte de Monte Cristo! Monsieur le comte de Monte Cristo! Je viens d'apprendre par un ami journaliste, car j'ai tout de même de vrais amis, que cet article sur Janina était dû à votre inspiration généreuse. Si votre seule arme n'est pas la plume des autres, vous daignerez, je pense, relever mon défi. Rencontrer un homme d'honneur est une occasion trop rare pour que je me dérobe à votre invitation. J'attendrai vos témoins. Une visite pour toi. Une dame. Une dame qui refuse de dire son nom. Elle a le visage voilé. Après tout ce qui s'est passé, tu devrais te méfier. Fais entrer cette personne, Mario. Bon. J'ai honte d'être venue vous voir. Ne me regardez pas ainsi. Je suis lâche, je le sais. Vous n'avez pensé qu'à vous-même et qu'à votre effroyable vengeance. Et pourtant, je suis là. Votre brutalité même et votre comportement impitoyable m'ont mieux fait comprendre que je n'aurais jamais plus la force de lutter. Je devrais vous haïr, mais je ne peux vivre sans vous. Vous êtes plus fort que ma peur, plus fort que ma raison. Que me demandez-vous? Épargnez mon fils. Je suis prête à partir avec vous. Je sais qu'alors, je ne le reverrai jamais plus. Mais je préfère le perdre ainsi et le savoir vivant. Je vous en supplie, ne commettez pas un crime. Vous venez d'abattre Fernand de Morcerf. Il ne vous reste plus qu'à vous venger sur moi, qui ai manqué de courage. Mais ne vous vengez pas sur mon fils. Défendre son honneur n'est pas une vengeance, Mercedes. Le sens de l'honneur ne dépend pas de ce que disent les autres, mais de ce qu'on pense soi-même. M'avez-vous donc menti en m'affirmant que vous m'aimiez toujours?
Les vrais sentiments n'ont de valeur que s'ils peuvent triompher du mépris. Je vous le prouve. Mercedes. Je ne peux accepter que l'on se glorifie de mon pardon comme d'une victoire. Il ne me reste au monde que ma dignité. Cette force, c'est ma raison de vivre. Oh, je vous en supplie, comprenez-moi. Pardonnez à mon fils. Pardonnez pour moi, qui vous aime. Entrez. Pensiez-vous donc vraiment, Mercedes, que j'aurais été capable de tuer votre fils? Un enfant, courageux et inconscient. Un enfant qui souffre au plus profond de lui-même. Et croyez-vous que j'aurais pu ajouter à ce désespoir un autre malheur? Vous ne m'avez donc jamais aimé pour me connaître aussi mal, Mercedes. Non, vous ne perdrez ni le seul être qui reste tout pour vous, ni l'estime qu'il vous porte. Car demain, je m'offrirai au hasard d'un coup de feu qui décidera seul de ma destinée. Une destinée dont vous avez été le rêve et l'illusion. C'est-à-dire tout ce qui compte vraiment.
Monsieur le comte de Monte Cristo, je suis venu vous présenter mes excuses. Certains croiront peut-être que je me dérobe, mais ma conscience m'ordonne d'avoir le courage d'affronter leur mépris. J'aimerais vous parler seul à seul. Ma mère vient de m'apprendre qui vous étiez vraiment. Quel homme loyal et digne, cruellement frappé par la traîtrise de ses faux amis. À votre place, je n'aurais pas agi autrement. Comme vous avez dû souffrir. Jamais autant que vous en ce moment. Mon ami. Mon véritable ami. Monsieur, j'ai appris que mon fils s'était mêlé d'une affaire qui ne le concernait pas. Mon père. Il a cru bon d'ajouter à ma honte en vous tendant la main. Je réponds à ce nouvel outrage en vous jetant ce sabre. Le courage d'un soldat ne se prouve pas avec des mots. Je n'ai jamais douté de votre courage. C'est donc pour votre honneur que vous allez vous battre. Mais... Messieurs, en garde. Êtes-vous prêts, messieurs? Je suis prêt. Oui. Allez. Enfin, je vais te prouver quel homme je suis vraiment. Et moi, je vais t'apprendre qui je suis. Souviens-toi. Souviens-toi d'Edmond Dantès.
Edmond, ne partez pas. Je vous en supplie, ne me quittez pas. Pourquoi ajouter à notre malheur le déchirement de cette séparation? Je sens que c'est notre dernière chance. Si vous me repoussez de nouveau, tout sera fini pour moi. Pour nous. Pourquoi êtes-vous venue, Mercedes? Pourquoi êtes-vous revenue ici? C'est parce que c'est ici que je vous ai connu, que je vous ai aimé. C'est ici que j'aurais dû vous attendre. Vous avez été trompée. Non. Je n'ai été victime que de ma faiblesse. Je vous l'avais dit, le jour où vous m'avez offert cette bague. Je n'ai pas été digne de la porter. J'étais jalouse de la mère. Et c'est moi qui vous ai trahi. Oui, peut-être. Mais pour moi, ce n'est pas une excuse. J'aurais dû, quand j'ai vu votre vie paisible, ne pas m'acharner à détruire cette sorte de bonheur qui était le vôtre. Me venger, quelle sottise, quelle folie et quel orgueil. Aimer, c'est faire le bonheur des êtres que l'on aime et non le sien. C'est à moi de te demander pardon. Edmond, ne m'abandonne pas. Ne pars pas. Si. Il le faut. Oui. Mais ce n'est que le comte de Monte Cristo qui s'éloigne. Il faut que ce personnage disparaisse à jamais. Qu'il s'efface des mémoires. Pour qu'un autre homme puisse revenir un jour. Un homme que tu seras seul à reconnaître, Mercedes. Seul à comprendre. Et alors rien ne pourra vraiment plus nous séparer.